Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la journée du tourisme arabe qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance du grand voyageur Ibn Battuta. Et c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, tout en espérant qu'elle répondra à toutes vos attentes. Je remercie en votre nom les trois partenaires organisateurs de cette rencontre, la MEST, l'Association marocaine des experts scientifiques du tourisme, présidée par Simoufid, que je remercie pour tout ce qu'il fait pour cette association. L'ISIT, l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger, à la tête duquel nous avons aujourd'hui c'est Afkir Adnan qui soutient toutes les actions menées par les deux associations. Merci, c'est Adnan Afkir. L'association marocaine Ibn Battuta, présidée par Si Aziz Ben Ami, un jeune dynamique qui fait beaucoup de choses et pour l'association et pour la ville de Tanger et pour sa promotion touristique. Je remercie et je salue les intervenants qui ont accepté de contribuer à la réflexion sur les deux thématiques qui sont proposées dans le cadre de cette rencontre. Monsieur Ouanaya Mohamed, président directeur de la Société de la gestion du port de Tanger, ville, que je remercie vivement et chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Mohamed Ouanaya. Monsieur Chakour Salah, expert consultant en tourisme et en gastronomie, et Aziz Ben Ami, ancien lauréat de l'ISIT, président de l'association des lauréats de l'ISIT, président de l'association marocaine d'Ibn Battuta, un jeune diplômé de l'ISIT qui a obtenu 2 diplômes de l'ISIT et il est actuellement en train de préparer un doctorat. Alors le programme de cette rencontre tourne autour de 2 axes principaux. Le premier axe, il s'agit d'éclaircir un petit peu la dimension touristique du voyage. Et nous avons 2 thématiques à traiter par si Aziz Ben Ami et Mohamed Ouanaya. Le deuxième axe, il est réservé au tourisme arabe et il est présenté par Si Salah Chakour et moi-même. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable journée. Je vous remercie d'avoir accepté de suivre notre rencontre et j'espère que toutes vos attentes vont être, si vous voulez, vous m'entendez? Je ne sais pas. Oui, oui. Très bien. Alors, sans trop tarder, je vous donne, si Mohamed Ouanaya, la parole pour une présentation qui va durer plus ou moins une quinzaine de minutes, si vous le permettez. Oui, parfait. D'accord. Merci. À vous la parole, si Mohamed. Merci beaucoup, c'est Ibn Atia. À mon tour, je souhaite saluer les organisateurs de cette manifestation, la MEST, l'ISIT et l'association Ibn Battuta, pour célébrer un événement important, à savoir la naissance d'un grand homme tangérois, marocain, connu dans le monde et qui mérite qu'on lui accorde toute notre attention et la place qu'il mérite parmi les grands hommes de l'humanité. Cet anniversaire également, comme on l'avait souligné, Ibn Atia, coïncide avec la journée du tourisme arabe. Et c'est important de pouvoir liaisonner les deux à travers tout ce qui est en train d'être fait à Tanger, et à travers surtout ce qui est en train d'être fait à la mémoire et de ce grand voyageur qu'a été Ibn Battuta. Alors, ma présentation, il tourne autour de 3 axes. Donc, il y a d'abord, il faut situer dans son contexte tout ce qui est en train d'être fait à Tanger, à savoir la grande mission qui a été assignée à la SAT, à la Société d'aménagement du port de Tanger-Ville,
et à sa filiale, la Société de gestion du port Tangéville, qui s'occupe de la gestion de toute la partie maritime et portuaire. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est faire un petit break rapide sur les grands projets structurants que Tanger a connus depuis une quinzaine d'années et surtout depuis l'année dernière, l'axe culturel et l'axe développement de la Médina, qui, à mon avis, va constituer un atout majeur dans les années à venir, dans la compétition pour attirer le touriste au niveau de la Méditerranée en général et au Maroc en particulier. Bien entendu, dans ça, je conclurai par vous présenter l'espace d'exposition qui a été programmé, que la SAPT est en train de réaliser en mémoire aux grands travaux et rendre hommage à cet homme, Ibn Battuta, qui malheureusement n'a pas sa place comme il se doit ici à Tanger. Et je pense que ça vient pour remplir une lacune et permettre à Tanger et un des hommes de Tanger de le présenter aux visiteurs, aux touristes, aux Tangérois, aux Marocains, aux étrangers, aux gens qui s'intéressent. Et ça peut être un lieu aussi, je dirais, qui permettra de joindre un peu tous les efforts qui se font autour de recherche, autour d'Ibn Battuta, autour de la culture d'Ibn Battuta, autour de l'œuvre d'Ibn Battuta. Donc, je pense que ce qui est en train d'être fait permettra à toutes et à tous de converger et de se retrouver dans ce lieu et permettre aux uns et aux autres d'avancer dans cette culture. Donc, comme je disais, le projet de la reconversion. Slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut demander s'il voit le C'est bon, on arrive à. OK. Donc, slide suivante. Donc, comme je disais, le projet de la reconversion de la zone portuaire de Tangéville, c'est un projet qui a été voulu par Sa Majesté pour la ville de Tanger, afin de permettre à cette ville de trouver sa place parmi les grandes métropoles de la Méditerranée et surtout pouvoir la positionner sur la carte du tourisme mondial, notamment sur la carte la croisière et de la plaisance. Donc, c'est un projet important qui s'étend sur 84 hectares. C'est un projet qui a comme principe fédérateur et fondateur dès le départ, c'est que, comme vous savez, le port, avec le temps, il s'est agrandi et il a éloigné la mer de la Médina. Donc, à travers ce projet de reconversion, l'idée, c'est de remettre la mer à sa place initiale et de le rapprocher de la Médina. Et à chaque fois qu'on traverse à côté du port, on sent qu'on est dans un milieu marin, on sent qu'on est à côté de la mer. C'est comme ça que vous voyez, il y a le bassin de la Marina, il y a le nouveau bassin, l'ancien port de pêche qui sera transformé en marina aussi, on voit la mer. Et juste après, autour de Markala, on voit également la mer. Donc, l'idée principale, un des axes fondamentaux de développement de ce projet de reconversion, c'est rendre l'eau à la cité et retrouver l'histoire de la mer avec la Médina. Et en même temps, un autre axe fort, c'est d'unir le port à la ville pour en faire un ensemble qui dialogue et qui permet à cet ensemble de rayonner. Et comme vous le savez, je pense que la Médina, c'est le joyau de Tanger. Hein. Et la Médina, c'est elle qui va être l'élément moteur qui va dynamiser, à mon sens, le secteur du tourisme au niveau de la ville de Tanger. Alors pour cela, dans le cadre de ce développement, il y a deux projets importants. Il y a la partie urbaine, avec bien entendu une partie immobilière qui va se développer autour des espaces qui ont été libérés par le transfert de la zone franche, par le déplacement du port de pêche. Et dans cette composante immobilière, il y a un élément fort qui manquait à la ville de Tanger, à savoir un palais des congrès et aussi une partie touristique à travers la réalisation de 2 hôtels de qualité avec 1200 lits. Bien sûr, il y aura aussi des shopping malls pour permettre à cette zone d'être animée et en même temps des espaces bureaux et résidentiels pour les gens qui souhaitent habiter dans cette partie de la ville de Tanger.
Donc, c'est un morceau de ville, c'est un nouveau quartier multifonctionnel qui est en train de se développer et que j'en suis convaincu qu'Inch'Allah, il apportera une valeur ajoutée certaine à la ville de Tanger. Il y a également une partie portuaire, comme vous le savez aujourd'hui. On peut dire qu'on est face d'un complexe portuaire. Donc, on a le nouveau port de pêche, qui est le nouveau port de pêche. Il y a le port des fast ferries pour la liaison entre Tanger et Tarifa. Et également, dans ces quais-là, il y a des extensions de quais de 300 mètres linéaires qui permet à Tanger, à la ville de Tanger aujourd'hui, de pouvoir accueillir et de réceptionner les plus grands bateaux de croisière au monde. D'ailleurs, on a reçu des bateaux qui font jusqu'à plus de 300 mètres de long et 17 étages avec un tirant d'eau qui dépasse les 10 mètres. Donc aujourd'hui, Tanger, on peut dire qu'il est armé pour prendre sa place dans cette bataille de tirer les croisières. Alors, vous voyez ici dans cette photo-là, c'est l'image du port de Tanger avant sa reconversion. Donc, vous voyez la zone franche, vous voyez le port de pêche avec toutes ces mixed use, je dirais, avec une incompatibilité qui n'est pas assurée entre les différentes fonctions qui se mélangent pêle-mêle, je dirais, dans cet espace. Slide suivante. Ici, ça, comme vous le voyez, c'est les espaces qui ont été, c'est une vue de la Médina sur le port. Donc, vous voyez l'ancienne zone franche avec une muraille et aussi les espaces qui ont été occupés par les conteneurs et les camions-tirs qui traversaient toute la ville de Tanger. Donc, c'était, à un moment donné, c'est devenu une zone d'inconfort et ça dérangeait la vie dans cette ville de Tanger et surtout la circulation. Ça, c'est une vue sur la muraille. Comme vous le voyez, on a caché la muraille sur la page, sur la photo en haut. On ne voit pas la muraille. On ne sent pas qu'on est à Tanger. Donc, alors qu'après reconversion, là, on retrouve la muraille, on retrouve ce qui existait auparavant. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en avant et de valoriser durant ces travaux. Là, c'est les derniers travaux qu'on a effectués. C'est en l'espace Bab el-Marsa, comme vous le voyez, qui a été aujourd'hui réhabilité, avec la voie qui a été mise en place, une double 2x3 voies, avec le port center qui se trouvait juste à côté. Et en fond, il y a le Dar al-Baroud, donc c'est une bâtisse avec une histoire. Là aussi, cette œuvre va faire l'objet d'un travail de rénovation et de mise à niveau. Donc ça, c'est quelques photos après reconversion. Je pense que les gens qui sont à Tanger reconnaissent ça. Les gens qui ne le connaissent pas vont voir un peu la qualité d'intégration urbaine qu'on a essayé d'apporter à cette zone qui était pour le passé un lieu, je ne vais pas dire insalubre, mais presque. Ça, c'est le Port Center. Donc, c'est là où un lieu d'ouverture sur la ville, où on expose aujourd'hui l'histoire du port Tanger et l'histoire de la ville de Tanger à travers, depuis la période des Anglais à nos jours. Donc, ça, c'est quelques images qui montrent un peu le dynamisme et ce qu'a apporté le projet. Donc, vous voyez, c'est la ville Marina avec, vous voyez, l'afflux des gens. Et vraiment, c'est un lieu de sortie où les gens peuvent se retrouver et peuvent respirer. Donc, ça, c'est une vue un peu, je dirais, des 4 ports en quelque sorte. Il y a le port de pêche, le port de croisière et ferry, l'ancien port de pêche qui est reconverti au marina. Et au fond, il y a la marina avec sa zone d'animation. Je passe au second point, à savoir les grands projets culturels et touristiques qui ont été programmés par la wilaya. Donc, sur la période 2020-2024, je pense qu'il y a, sur ces 24 projets, il y a des projets qui sont achevés. Donc, il y a un peu tout. Il y a le Cap Spartel, il y a les Grottes d'Hercule, il y a la Villa Perdigaris, il y a la Villa Haris, il y a le musée de Btouta, il y a le synagogue. Donc, tout ça, je pense que notre projet s'insère également dans cet espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Btouta. Donc, comme vous le savez, c'est une ancienne bâtisse qui s'appelait Bourj Naam, donc
qui a été retenu pour créer ce centre d'interprétation. Donc, les travaux consistent à restaurer d'abord le bâtiment et comme c'est un lieu qui donne sur la mer avec une esplanade, donc il s'agit aussi de l'aménager. Donc, ça permettra d'avoir une vue panoramique. Et il y a aussi un lieu qui peut être transformé en café et restaurant éventuellement. Et ça va être un lieu d'aboutissement au départ pour autre chose. Parce que dans cette zone, il va y avoir une des gares, Burj Naam, du projet téléphérique qu'on est en train d'étudier et qu'on espère, Inch'Allah, pouvoir réunir toutes les conditions pour que sa réalisation voit le jour très, très prochainement. Alors, c'est un projet qui est fait à la mémoire d'Ibn Battuta. Donc, c'est les thématiques retenues, bien sûr, il y a un travail qui a été fait à travers un comité scientifique qui a été mis en place en collaboration avec la wilaya et avec la culture, avec la ville et tous les acteurs concernés par ce grand projet-là. On a associé également l'association Ibn Battuta qu'on salue pour son œuvre et pour sa participation et sa contribution pour que ce lieu soit un lieu d'animation et de rayonnement de la ville de Tanger. Donc, parmi les thématiques qui ont été retenues, donc, il y a d'abord la présentation des contextes politiques durant la période de la vie d'Ibn Battuta, sa biographie, bien sûr, ses cartes de voyage, là où il est parti, les fiches, là où il est passé. Bien sûr, on ne peut pas parler d'Ibn Battuta sans parler de son ouvrage Rihla, donc le contexte de la rédaction, la plume, la traduction d'ouvrages en différentes langues, les personnalités qu'il a rencontrées, que ce soit politiques ou religieuses, les grands empires du monde pendant cette période, et les moyens de transport et les outils à l'époque qu'il a utilisés pour assurer dans de bonnes conditions son voyage. Donc, les parties prenantes autour de ce projet-là, nous, on est un petit peu, on assure un petit peu en quelque sorte la maîtrise d'œuvre et le financement de ce projet-là, mais c'est un projet qui appartient à tout le monde. Et je souhaite saluer notamment le soutien de M. Louali pour ce projet-là et le suivi, je dirais, presque quotidien de sa réalisation. Il y a également des gens qu'on a saisis à travers en collaboration avec ces Benami, notamment l'ambassade de Chine au Maroc, parce que pour eux, Ibn Battuta, c'est un grand personnage. Donc, on a essayé de les contacter pour voir dans quelles limites la Chine peut aussi participer à travers ce qu'il a fait chez eux, rayonner pour son aura et pour faire connaître ce qu'il a apporté. La Fondation nationale des musées, le musée de Banque al-Maghrib, on l'a saisi également, le musée national de la Poste de Rabat, parce que certainement, ils ont des choses qui peuvent alimenter ce centre, et les associations, bien sûr, de l'association Ibn Battuta, la fondation Abdelhadi Tazi, et bien sûr, à travers, aujourd'hui, je lance un appel à toute personne qui peut contribuer pour la réussite de cette œuvre, et qu'elle est le bienvenu, et qu'on le remercie d'avance pour sa contribution. Vous voyez, c'est quelques images, je dirais des travaux qui sont en cours. Donc, vous voyez, ça, c'est la façade. Donc, pratiquement, on est phase finition. Donc, on a démarré à droite, il y a on est en train de faire le Weber. Donc, c'est la façade qui est en train de finaliser. Ça, c'est quelques images à l'intérieur. Donc, vous voyez, on a essayé de retrouver un peu ce qui existait auparavant. Donc, en remettant les murs, en respectant un petit peu les voûtes et qui sont avec les briques de manière traditionnelle. Donc, on a essayé vraiment de respecter la mémoire du lieu. Donc, ça, voyons qu'à quelques photos. Et là, vous voyez au fond, à gauche, voilà. Ça, c'est une villa qui se trouve à l'extérieur, qui donne sur la mer. Nous pensons qu'à travers ça, ça permettra d'avoir une vue sur la mer. Tiens. Encore. Voilà, donc je pense que j'ai peut-être pris un peu plus de temps que ce qu'il en fallait, mais j'aurais pu encore prendre un peu plus. Mais je vous remercie et déjà, je peux vous dire. C'est à nous de vous remercier, c'est Mohamed Al-Anaya. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Donc,
Donc, juste un dernier. D'accord. Allô? D'accord, allez-y, c'est Mohamed. Pour le dernier mot. Allez-y, c'est Mohamed. On vous écoute, c'est Mohamed, pour un dernier mot. Ah, vous m'entendez? Oui, allez-y, c'est Mohamed. Écoutez, juste, je voulais, à l'occasion, puisqu'on est en train de célébrer l'anniversaire d'Ibn Battuta, oui. Et je souhaite aussi vous faire part qu'on est en train d'organiser un événement important. Globe 40, c'est une course autour du monde Oui. Qui va faire son départ à partir de Tanger en juin 2022. Et aujourd'hui même, avec les organisateurs, ce sont une société française qui organise cette course autour du monde à partir de Tanger. Aujourd'hui même, ils viennent de recevoir une inscription d'un équipage marocain. Et cet équipage marocain, il s'appelle Ibn Battuta. Quel hasard! Voilà. Très bien. Alors, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Merci, c'est Mohamed. Merci pour votre intervention. Et je m'excuse parce que j'ai une réunion à 18h à la Wilaya. Donc, mais ici, si Jamil Ouazzani et Madame Raja sont là, s'il y a des questions ou interrogations, Inch'Allah. Ils sont là. Merci beaucoup, si Mohamed. Merci. Bien, alors je remercie si Mohamed Olanaya qui nous a rappelé ce projet, ce grand projet Tanger Métropole, un projet cohérent et intégré qui touche à plusieurs secteurs, allant de l'urbanisme, du moment qu'on est aujourd'hui en train d'embellir la ville, comme vous le constatez, au culturel, par le biais de la restauration de plusieurs monuments, en passant par l'économie, les marchés de proximité, entre autres, comme projet, et le social. Alors, le projet de reconversion de la Médina ou de l'espace Médina est une sorte de mise en valeur du patrimoine, je dirais, urbanistique et architectural de la Médina. Cette Médina qui reste toujours un espace de tourisme culturel très important, dans lequel on se retrouve avec plusieurs monuments datant de plusieurs époques historiques, parmi lesquels Borj Enam, qui est un très intéressant monument qui va être reconverti aujourd'hui en un centre d'interprétation consacré à Ibn Battuta. On a toujours rêvé d'avoir un lieu pour Ibn Battuta, un musée ou un centre d'interprétation, et voilà qu'aujourd'hui, nous allons avoir ce centre en guise de reconnaissance à la personne d'Ibn Battuta et Aziz Ben Ami. Si Aziz Ben Ami, vous m'écoutez, vous entendez? Oui, très bien. Alors, on va vous céder la parole si Aziz Ben Ami. Si Aziz Ben Ami va essayer de nous parler de la mise en valeur d'Ibn Battuta, de la personne d'Ibn Battuta et de la Rihla, et de la promotion aussi touristique de la destination touristique Tanger. À vous la parole, c'est Aziz. Merci, cher ami, cher professeur Si Ibn Atiya. Merci à la présentation de DLC Onaya qui était très riche. Avant d'entamer le sujet du festival et la mise en valeur touristique d'Ibn Battuta et de sa Rihla, j'aimerais bien remercier infiniment l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger et à sa tête, c'est Edna Nafrer, l'Association marocaine des experts et scientifiques du tourisme, avec son président et tous les membres actifs de cette association, M. Mustafa Moufid. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons cette manifestation qui est spéciale, malgré la situation que nous vivons actuellement. Et je me rappelle que j'ai reçu l'appel de Si Ibn Atiya et par la suite de Si Moufid pour me dire, voilà, c'est l'anniversaire en fait d'Ibn Battuta et c'est la 6e édition de la journée arabe du tourisme. Alors, on doit faire quelque chose pour en fait rendre hommage à ce grand personnage. Ça fait un énorme plaisir.
à travers la présentation de ces Naya, en fait, j'ai eu une idée de présentation parce que avant, on avait vraiment peur pour la ville de Tanger. On avait peur que Tanger perd son identité culturelle, historique, surtout avec tous les projets qui ont été lancés à travers la vision stratégique, tous les projets de Tanger Métropole. On se disait avant, est-ce que Tanger va rester la même? Est-ce que Tanger va changer avec la reconversion du port, avec tous les projets qu'on voit à Tanger-Med, etc. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux, très ravis de voir sur la belle présentation de Seonaya qu'on est vraiment en train de vivre une période spéciale dans l'histoire de Tanger. Tanger est devenu un vrai paradis sur Terre. C'est vraiment magnifique. Et pas tout simplement pour le touriste, mais aussi pour les habitants de Tanger. On est en train de constater, de voir tous les changements. Pour Ibn Battuta, en fait, vous avez dit que voilà, Ibn Battuta n'avait pas sa place. Ibn Battuta avait toujours la place dans nos cœurs. Et avec le projet que nous avons commencé en 2015, nous étions en train de penser à un objectif principal qui est la promotion de ce grand personnage, pas au Maroc tout simplement, mais du Maroc, de la ville de Tanger, de sa ville natale, vers le monde entier. Et aujourd'hui, l'association a plus d'une soixantaine de personnes qui sont ambassadeurs de la paix, qui portent le nom d'Ibn Battuta, des hauts responsables, des grands voyageurs. Et ça nous fait vraiment un plaisir de voir aujourd'hui un musée, c'est-à-dire quelque chose de physique, qui va nous aider plus à promouvoir la ville, à promouvoir la destination de Tanger. Je remercie toutes les parties prenantes parce qu'aujourd'hui, nous avons un rêve qui devient réalité. C'est le projet du centre d'interprétation d'Ibn Battuta, une personnalité qui a marqué toute l'histoire du voyage, toute la littérature du voyage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir naître de grands projets dans la ville de Tanger. Et puis, finalement, Ibn Battuta a sa place. Il a la place dans nos cœurs, mais aussi et Ibn Battuta aura son musée. Et nous n'allons pas vraiment être loin ou passer inaperçus sans aider, sans donner ce qu'on nous pouvons donner à ce projet. Nous allons essayer en fait aussi de collaborer pour animer la ville à travers ce projet et pour essayer de s'ouvrir sur le monde, parce que nous étions aussi en train de penser à un musée mobile, pourquoi pas, partir vers d'autres pays, d'autres destinations pour dire, voilà, Ibn Battuta, présenter sa rihla, présenter ses valeurs de voyage, présenter le Maroc et présenter la ville de Tanger. En fait, comme nous avons démarré en 2015 avec des fondateurs importants comme Sidna Atia, M. Mimoun Hilali, M. Bliassi, Si Mouhtaj, Sidna Lafkir et d'autres chers professeurs, on était en train de penser quel sera l'objectif principal de cette association. Et puis nous avons conclu que notre association aura comme objectif principal la promotion du voyageur d'Ibn Battuta, tout simplement parce qu'il y avait un manque au monde entier. C'est vrai qu'il y a un intérêt pour Ibn Battuta, il y a des recherches scientifiques qui ont été réalisées, mais rien de sa vie natale. Alors pour nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir un grand changement, et surtout à travers la dernière conférence que nous avons organisée, la conférence scientifique internationale d'Ibn Battuta, sous le thème « Le rôle d'Al-Rihla dans la promotion de la diplomatie parallèle ». Et là, nous sommes aussi en train de travailler sur d'autres projets, Inch'Allah. Et là, c'est un honneur pour nous aujourd'hui de célébrer le 717e anniversaire avec cette grande nouvelle, cette nouvelle qui vraiment nous donne envie de parler à haute voix et de dire aux gens, voilà, vous êtes la bienvenue à Tanger. Tanger, actuellement, il est en train de garder son charme historique. Il est en train de garder aussi les noms les plus importants dans l'histoire de son patrimoine culturel et matériel, avec un développement moderne, etc., qui accompagne d'autres différents projets, que ce soit dans l'industriel. Mais la ville
reste toujours une ville internationale avec sa dimension de paix, de tolérance et bien sûr avec le nom d'Ibn Battuta. Comme normalement, au moment que nous avons travaillé, nous avons pensé à créer un événement qui va être chaque année, c'est le Festival international d'Ibn Battuta. Et pourquoi un festival mais pourquoi pas seulement d'autres activités, des conférences, des petits séminaires, etc. Un festival parce que notre objectif était principalement la promotion de la ville et d'Ibn Battuta en parallèle, c'est-à-dire organiser le festival à Tanger, pas tout simplement pour Tanger et pour le Maroc, mais pour le monde entier, dans le but de promouvoir la destination de Tanger, la région de Tanger et les valeurs de paix et de tolérance. Les objectifs principaux en fait du festival sont 7, d'accord. On a pensé à la promotion de la paix et la tolérance entre les peuples à travers la Rihla d'Ibn Battuta, chose qui est vraiment très très importante. La participation activement à la diplomatie parallèle du pays du Maroc en invitant plusieurs pays, c'est-à-dire chaque année on invite des personnes, des personnalités, des ambassadeurs, des grands voyageurs, des amoureux d'Ibn Battuta. 3, célébrer la culture africaine dans toute sa diversité en invitant plusieurs groupes de musique, d'autres voyageurs pour participer au festival. L'implication de la société civile, c'est vrai que le projet qui a été avec un grand succès de la deuxième édition du festival, on a eu plus de 2000 visiteurs durant 2-3 jours de travail extraordinaire avec des manifestations partout, mais ça a été grâce à l'implication de la société civile, à l'implication des bénévoles, des volontaires, des institutions comme l'ISIT, comme d'autres organismes qui ont apporté leur soutien à ce festival qui a eu une dimension internationale grâce à la presse, grâce aux médias et grâce à nos représentants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pensons pas tout simplement à Tanger comme ville pour ramener quelques touristes pour faire une visite la journée, mais nous sommes en train de travailler sur une offre territoriale importante à travers la culture. Vous allez me dire, voilà, pourquoi, comment on peut promouvoir une ville à travers la culture. C'est vrai que dans tous les projets qui sont là, nous sommes là pour les accompagner avec ces activités, avec ces manifestations que nous organisons, avec le festival, pour accompagner, pour promouvoir la ville indirectement pour tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple nous pouvons gagner 20-30 minutes dans une chaîne internationale de la télévision pour parler du festival, ben ça automatiquement c'est de la publicité. Automatiquement, c'est de la promotion pour la destination touristique de Tanger. C'est la promotion du Tanger Port. C'est la promotion de toute l'offre territoriale afin pas tout simplement d'attirer un touriste normal, mais je peux dire aussi pour attirer des investisseurs, des vrais touristes, pour accompagner le développement. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir beaucoup de projets, par exemple, qui ont été présentés par Sionaya, et je sais très bien que nous sommes tous heureux. Et là, on est fiers. Pourquoi? Parce que nous avons une offre complémentaire, nous avons une offre diversifiée. Le 5e point, c'est la promotion de la ville de Tanger à l'échelle internationale, comme j'ai dit. 6e point, c'est contribuer aux efforts du Royaume au Maroc dans l'éducation des jeunes. Généralement, c'est un projet pour inciter les jeunes à voyager, pour leur dire, voilà, au XIVe siècle, c'était Ibn Battuta, mais aujourd'hui, voilà, il y a d'autres jeunes qui peuvent voyager, vous pouvez voyager. On est les fils d'Ibn Battuta, et là, on doit revenir à sa rihla et aussi à sa façon de voyage. Je suis très heureux aussi d'entendre qu'il y a une course qui va se passer autour du monde. C'est vrai qu'on a un projet un peu caché. J'étais en train de travailler sur un projet d'un voyage d'une année. Ça, on aura l'occasion de le voir. Et c'est magnifique de voir des manifestations comme une course qui va impliquer une équipe marocaine portant le nom d'Ibn Battuta. Et là, on est en train de partir loin pour entendre plus le mot Ibn Battuta que Marco Polo, pas au Maroc, mais
à l'international. Et puis, le dernier point, c'est faire honneur au Royaume du Maroc en développant une meilleure image de marque. Ça, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce qu'à travers notre festival, on essaie d'inviter des personnalités, des responsables, des administrations internationales pour voir ce que offre la ville de Tanger actuellement, ce que offre le patrimoine culturel et matériel, c'est-à-dire à travers Ibn Battuta, nous sommes en train de promouvoir indirectement la ville de Tanger et bien sûr, à travers la promotion d'Ibn Battuta, on est en train de faire la promotion de Sarihla. Nous essayons aussi de travailler sur un côté très important, c'est le côté scientifique de recherche. Nous espérons peut-être pouvoir voir un partenariat, que ce soit avec le centre d'interprétation dans l'avenir ou bien avec d'autres parties prenantes, pour essayer de développer un centre scientifique d'Ibn Battuta pour garder toute la mémoire, tous les manuscrits, les ouvrages et essayer de travailler en partenariat avec le musée pour enrichir et essayer de répondre à tous les visiteurs qui vont venir au Maroc. Nous avons reçu de grandes personnalités, des écrivains, des doctorants du partout du monde qui viennent nous demander des questions. Et là, avant, on n'avait rien. C'est-à-dire, on n'avait rien pour parler. On avait quelques ouvrages. Et si on demande d'informations, j'appelle un des professeurs pour répondre. Alors, sans trop tarder, c'est ce que je peux dire par rapport à la mise en valeur de la ville de Tanger à travers notre festival. Cette année, on vit encore une crise. Espérons que peut-être on peut travailler dur à partir de cette année pour lancer la 3e édition du festival. C'est vrai que nous avons organisé d'autres manifestations, peut-être pour l'année prochaine. Finalement, je remercie Sibna Atia, je remercie Nana Frère, je remercie Simoufid, Salah Chakour et Onaya, en fait, pour tout le travail qui a été réalisé. Merci Onaya d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de voir une belle présentation de cette reconversion de la ville. Et vraiment, là, vous voyez que je suis très content et ému parce que pour moi, Ibn Battuta, c'est vraiment de l'amour interne. Et voir son musée, à un certain moment, je pensais que je devais partir loin de Tanger, mais là, il y a quelque chose qui va encore me tenir à Tanger, c'est Ibn Battuta, c'est ce centre d'interprétation. Merci de votre attention. Merci Aziz, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la sincérité avec laquelle vous étiez en train de parler. Ça se sent à travers votre discours, à travers votre image, à votre visage. Alors, Ibn Battuta, c'est quelqu'un qui suscite l'intérêt encore des chercheurs. C'est quelqu'un qui n'a pas eu vraiment ce qu'il mérite de la part des autorités ici à Tanger ou de la part des chercheurs. Alors, pour la mise en valeur d'Ibn Battuta et de Sarihla, c'est une question que l'on se pose. Moi personnellement, on m'a toujours posé cette question et il y a plusieurs façons pour valoriser Ibn Battuta et ses voyages, parmi lesquels vous avez cité, c'est Aziz Ben Ami, le festival. Le festival qui est une occasion pour animer culturellement et touristiquement la ville de Tanger et lancer un appel aux visiteurs pour qu'ils viennent voir un petit peu le tombeau d'Ibn Battuta, se rappeler de Ibn Battuta, mais de vivre l'ambiance de cette ville qui bouge, qui se dynamise à travers le projet qui a été cité par Mohamed Oul-Anaya tout à l'heure. Alors, pour la mise en valeur peut-être d'Ibn Battuta et de Sarihla, on peut citer plusieurs actions. Je citerai entre autres une route touristique Ibn Battuta, pourquoi pas, une route touristique, des compétitions artistiques, des concours de peinture, inviter les jeunes, pourquoi pas, à une compétition artistique dans pour une thématique autour d'Ibn Battuta et de ses voyages. On peut toujours faire intervenir le street art concernant un petit peu les carnavals, faire un petit peu voir aux gens Ibn Battuta à travers un peu les thématiques de ses voyages, les graffitis, pourquoi pas, la peinture murale, les expositions, les contes, un séminaire, des défilés de mode.
il faut lire à ce propos la Rihla et essayer de voir un petit peu les thématiques qui peuvent intéresser le tourisme et le transformer en action touristique pour créer une certaine dynamique dans la ville tout au long de l'année, bien sûr, et très particulièrement lorsqu'il s'agit de parler du festival. Alors, nous allons passer à la troisième intervention de Sichakour. Sichakour qui va nous parler de la gastronomie et sa contribution à la promotion des destinations touristiques. Et il va bien sûr faire allusion à la gastronomie arabe dans sa relation avec le tourisme. À vous la parole, si Salah. Oui. Juste je vous l'accorde, une minute. Allez-y. Moins d'1 minute. En fait, j'ai partagé l'événement avec plusieurs personnes qui s'intéressent à Ibn Battuta à travers le monde. Et il y a parmi nous Mademoiselle Assia Taoussi, c'est une Maroco-italienne qui fait sa thèse sur Ibn Battuta en langue italienne. Elle est présente avec nous. Et puis, nous avons d'autres chercheurs aussi qui sont… D'accord. Voilà, nous avons plusieurs personnes qui sont en train de travailler sur des recherches scientifiques qui sont présentes avec nous. Merci beaucoup. Et je les remercie aussi pour être là. Nous souhaitons la bienvenue à cette dame et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Si Salah, à vous la parole. Si Salah, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez-y, c'est Salah. Très bien, c'est Salah. Salam alaikum. Je vous remercie pour vos excellentes interventions. Je remercie infiniment Siou Naya qui a bien voulu participer avec nous dans cette sous-webinaire et qui nous a donné de grands éclaircissements sur le devenir de Tanger, le devenir de Tanger Médina, etc., qui va donner vraiment une grande image à la ville de Tanger. Mon intervention donc s'intitule La gastronomie arabe, le vie du tourisme culturel. Et ensuite, je dirais que le tourisme et la gastronomie arabe, c'est une dualité dans l'unicité. Alors, de prime abord, il est important de noter que la gastronomie orientale, qu'il soit des pays de soleil couchant ou celle qu'il soit des pays levants, est une cuisine typique et variée, relevée par des épices au goût aromatique très prononcé et personnalisé. Donc, il a une saveur exceptionnelle. Cette gastronomie est l'une des plus célèbres au monde. Elle est très appréciée dans de nombreux pays. Le Maghreb est la région dont la cuisine est très développée et riche, particulièrement au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Lesquelles cuisines ont reçu des influences de différentes cultures, à savoir la culture juive, la culture amazigh et la culture arabo-musulmane et aussi andalouse. S'imprégner de cette gastronomie, c'est découvrir une culture ancestrale et médiévale des pays millénaires tels que le Royaume du Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Turquie, et qui ont accumulé une grande expérience et un savoir-faire en la matière. La gastronomie arabe, orientale et maghrébine fait partie intégrante de son tourisme culturel et le moyen efficace de sa promotion. Aujourd'hui, le besoin de découverte de l'autre via sa culture revêt une importance capitale chez les adeptes de ce créneau. Et la gastronomie est l'un des moyens qui peut favoriser cet esprit de découverte et de vivre ensemble, puisque, comme on dit, la politique sépare les gens et la gastronomie les unit. Malgré que la gastronomie arabe a obtenu une certaine renommée au niveau mondial, il est important de continuer à l'exporter, la vanter et bien la présenter afin de lui donner la place qui lui revient. Il est par conséquent important de préserver et de promouvoir ces terroirs culinaires et en faire la promotion par des présentations artistiques avec du goût succulent.
Il faut noter aussi que la gastronomie arabe est influencée par les rites religieux puisque des restrictions alimentaires sont exigées, notamment les viandes halal, la prohibition du vin et de l'alcool en général, et la non-tolérance de la consommation de la viande de porc. Des habitudes sont à observer aussi en ce qui concerne l'hospitalité et les traditions de l'accueil et des rites religieux d'Aïfallah, qui différencient ces pays orientaux et maghrébins de ceux de l'Europe. À chacun ses coutumes, bien sûr, et ses croyances. Mais néanmoins, il faut dire que cette différence qui fait le charme et qui permet cette découverte culturelle à travers les terroirs culinaires, elle est très importante pour constituer, pour bâtir la charpente de ce tourisme culturel qui devient aujourd'hui en vogue et qui est très développé à cette époque. Ces cuisines orientales et maghrébines sont très diverses, riches et attirantes par leur constitution, leur goût, leur saveur, leur dressage et présentation et également le service. De leur nature, ces cuisines favorisent l'esprit de vivre ensemble puisque les plats sont en général préparés pour être servis en famille ou en groupe, le cas du couscous. Donc, voilà un petit peu certains plats. Je citerai certains plats de ces cuisines ancestrales des terroirs orientales. Au Maghreb, par exemple, dans la majorité de ces plats, de ces pays, on utilise la viande, le poulet, le veau, l'agneau, le mouton, le veau, etc. Ces plats, surtout maghrébins, sont relevés par des épices, par exemple au Maroc, ras el hanout, le curcuma, paprika, piment, qui leur donnent un arôme et un goût délicieux et particulier, comme ils sont accompagnés des légumes, pommes de terre, carottes, des pois, etc., etc. Et parfois de légumineuses. Cette gastronomie savoureuse et harmonieuse témoigne de traditions de l'accueil chaleureux et de l'hospitalité de ces pays maghrébins. Ce qui montre que la mise en tourisme de cette gastronomie est facile puisque, comme on évoquait plus haut, elle permet d'instaurer et de développer cet esprit de vivre ensemble et favorisé par le service des repas dans de grands plats communs à tous les convives. Un caractère particulier est propre à ces pays de l'Afrique du Nord, plus qu'ailleurs, qui continue, malheureusement, qui a tendance à disparaître de certaines régions, mais qu'il faut maintenir et essayer de développer. Ce caractère favorise également les discussions et du partage, parce qu'autour d'un repas en commun, on discute, on partage, etc., etc. Donc, qui favorise aussi la découverte de l'autre et donc de cohabiter en paix et de s'accepter les uns les autres. Ce sont en quelque sorte des moments de convivialité. Cet esprit de la gastronomie est très favorable à la mise en place d'un tourisme culturel, de découverte, d'échange, d'imagination, et enfin, qui permet enfin d'oublier la vie de tous les jours et de se ressourcer, de se reposer. Ce nouveau créneau de tourisme imaginaire et d'évasion est très recherché par les clientèles intellectuelles voulant bien sûr vivre un tourisme autrement. Et il n'est possible qu'à travers un tourisme de gastronomie. Les consommateurs du tourisme culturel, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient internationaux, sont aujourd'hui assoiffés de découverte des cultures de l'autre et de la différence et cherchant à vivre un tourisme novateur. Les principaux plats de ces pays du Maghreb, sont des entrées chaudes, des froides, des salades diverses, des soupes, le harira, shorba, les couscous, les tagines, les pâtisseries, etc. La cuisine du Moyen-Orient, pays de soleil levant, est une cuisine qui offre une mosaïque de plats succulents,
un savoir-faire ancestral allant de l'Arabie au Liban, riche en saveurs propres à ces terres. C'est un goût singulier. Cette cuisine est célèbre pour chauffer le cœur et apporter un caractère chaleureux au foyer. La gastronomie orientale qui s'étend du Maghreb aux Émirats est une vaste variété goûteuse. Cela s'explique par sa pluralité motivée par celle des cultures qui l'ont influencée pour la sublimer. Du sucré ou du salé, ils s'y trouvent et lui font l'honneur. Parmi les plats atypiques de ces cuisines, nous avons le hummus libanais et aussi l'égyptien. Les délices, ce sont des délices incontournables. Le kofté aux épices orientales, le l'ahmakoum, non attribué qui n'est pas attribué aux pizzas, c'est dans le ahmakoum, c'est un nom qui est attribué aux pizzas turques. Les méchouis, les kefta, les ktaïef, le bousboussa, etc. Donc, en conclusion, pour ne pas trop, parce que on a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il ne faut pas trop s'étaler. En conclusion, je dirais que nous pouvons retenir que la gastronomie des pays arabes favorise le caractère de l'esprit de vivre ensemble, puisque par le fait que si les plats en général sont faits pour être servis pour un groupe, en petite communauté, en famille, etc. Ce qui répond aux attentes du consommateur, une nouvelle tendance qui cherche à découvrir l'autre, donc et s'imprégner de la culture pour satisfaire leurs besoins et leur curiosité, et aussi qui cherchent à trouver la différence entre leurs habitudes et les habitudes de l'autre, etc., pour se comparer et pour vraiment en faire si vous voulez, tirer des conclusions. Les Arabes donc offrent cette possibilité. Et puis les pays de l'oriental du Maghreb offrent cette possibilité donc de permettre cette cuisine de convivialité et de vivre ensemble. Par conséquent, nous sommes appelés à développer ce créneau et à mettre en place les moyens nécessaires pour sa promotion, favoriser le vivre autrement et le vivre ensemble. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme appelle à l'instauration d'un tourisme gastronomique. Et pour finir, je lance un appel à l'ESIC, la personne de son directeur, d'essayer de créer des recherches au niveau du master sur donc la cuisine arabe et son rapport avec le tourisme. C'est très, très intéressant, et pourquoi pas également la cuisine méditerranéenne. Ce sont des créneaux maintenant qui deviennent très intéressants, qui sont très recherchés et qui pour si vous voulez, échapper si vous voulez, au tourisme classique qui est la mer, le soleil, la montagne, etc. Donc les gens maintenant cherchent un tourisme d'évasion, un tourisme d'imagination, un tourisme de ressourcement. Il n'est possible qu'à travers donc les cultures de l'autre et la gastronomie et les moyens les plus efficaces pour développer également ce créneau, cette nouvelle palette du tourisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Salah. Merci, cher ami, pour cette intervention. Merci pour nous avoir rappelé que la gastronomie arabe, comme d'ailleurs toutes les gastronomies du monde, est une manière de découvrir les cultures de l'autre, les cultures, entre autres, des pays arabes. Surtout ces gastronomies ou ces cuisines locales dites de terroir. Malheureusement, cette gastronomie arabe, d'une manière générale, reste mal connue. C'est une gastronomie sur laquelle on n'a pas beaucoup écrit et qui reste cependant mal connue. Au Maroc, malheureusement, on connaît que la gastronomie peut être libanaise. Pour tous les autres pays, nous n'avons pas de restaurants spécialisés dans la gastronomie. Apparemment, la Tunisie est présente au Maroc à travers des restaurants gastronomiques.
Mais pour les pays du Golfe, malheureusement, nous n'avons pas de restaurants. On connaît mal, et on connaît mal jusqu'à présent cette gastronomie qui a besoin de gagner en promotion. Au Maroc, il y a un grand effort qui est de la gastronomie marocaine. Nous sommes très présents dans toutes les capitales arabes par le biais de grands restaurants avec de grands chefs qui maîtrisent la cuisine marocaine et en dehors des pays arabes, bien sûr. Mais malheureusement, quand on a envie d'économie à travers sa cuisine, on n'a pas cette opportunité, on n'a pas malheureusement cette opportunité. Apparemment, comme j'ai dit, là, on connaît un petit peu la gastronomie de Bilad Sham, de la Syrie et du Liban, la cuisine algérienne, puisqu'il s'agit de nos voisins algériens, ils ont presque la même gastronomie que nous autres au Maroc. Nous sommes réunis à part ce plat que vous avez cité chez Chakour, le couscous, qui est aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO, et il faut faire quelque chose pour ce couscous. Il faut des projets en commun entre le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, et pour créer des événements autour de ce plat et travailler ensemble. Alors, de ma part, je vais, si ça, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Sissad. Alors, s'il vous plaît, Sissad. Alors, moi, je vais intervenir sur une thématique qui est en relation avec la célébration de la journée du tourisme arabe. Le titre de cette intervention, qui va être brève, le tourisme arabe, quel positionnement sur la carte touristique internationale? Il s'agit en fait d'une sorte d'évaluation de la performance du tourisme arabe à travers des chiffres clés, à travers un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent un petit peu la réalité de ce tourisme arabe. Oui, c'est ça. Alors, les axes de l'intervention sont les suivants. Contexte d'évolution du tourisme arabe. Et le tourisme dans le monde en 2018, j'ai choisi cette date, mais j'aurais dû choisir 2019. Les voyages et le tourisme dans les pays arabes et dans le monde en 2019, ça va nous donner une idée sur ce positionnement. Je vais essayer de parler des opportunités touristiques du monde arabe et par la suite dire quelques mots concernant les types de pays arabes, si on peut toujours les catégoriser. Pour passer ensuite à la stratégie ou les stratégies politiques de développement du tourisme dans les pays arabes. Et je vais me consacrer surtout aux pays du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, en l'occurrence le Maroc, la Tunisie et l'Égypte sont les pays touristiques les plus intéressants. Et par la suite, passer aux pays arabes, surtout ceux du pays du Golfe. Et nous allons voir que dans ces pays, on est en train de miser sur un tourisme de masse. Le tourisme dans les pays d'Afrique du Nord et dans les pays du Golfe vont nous permettre de faire des petites comparaisons entre l'Afrique du Nord et les pays du Golfe. Alors, le monde arabe, c'est 22 pays, mais je ne vais pas parler de cas par cas de ces 22 pays. Je ne vais pas parler par exemple, des îles des Comores. Je vais juste parler des pays qui pratiquent la langue arabe, les pays arabes. Alors, pour le monde arabe, je dirais qu'il y a des écarts de développement économique. Il y a des pays qui sont forts économiquement, surtout ceux du Moyen-Orient. D'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Il y a une diversité des régimes et structures politiques. Alors là, je ne vais pas faire de commentaires. Différence dans les caractéristiques géographiques. Nous avons une géographie et des paysages géographiques qui sont extraordinaires, qui varient de pays en pays. C'est un espace, malheureusement, aujourd'hui de conflits, d'instabilité et d'insécurité. Et ce qu'on sent aujourd'hui par rapport au tourisme, c'est qu'il y a un déficit d'image pour tout le monde arabe. Apparemment, on est en train de se créer une belle image, que ce soit au niveau du Maroc ou au niveau des pays du Golfe, mais il y a toujours cette image qu'on a de l'islam, de l'intégrisme, c'est des conflits qui sont un petit peu partout, que ce soit en Irak, au Yémen, etc.
Alors, parlons de l'Organisation arabe du tourisme, l'OATA. Il a été créé en 2005. C'est une organisation régionale qui bénéficie du soutien du Conseil ministériel arabe du tourisme et qui veille, entre autres, à l'application des décisions de celui-ci et la promotion de l'industrie touristique dans les pays arabes. Alors là, l'objectif majeur, c'est un petit peu la promotion de l'industrie touristique dans les pays arabes. Et parmi les objectifs de cette organisation, la formation, bien sûr, dans le secteur du tourisme pour les pays arabes, les partenariats inter-arabes dans le domaine du tourisme, la création d'un système de sécurité touristique, un visa Schengen arabe, mais on n'est pas encore arrivé à atteindre tous ces objectifs, malheureusement, à cause des difficultés que vous connaissez tous, la facilitation des transports aériens maritimes entre les pays arabes. Alors, il y a des actions pour motiver les pays arabes et on a eu cette idée de la célébration de la journée arabe du tourisme que nous sommes en train de célébrer à travers cette rencontre. Il y a eu la création de la capitale du tourisme arabe. Chaque année, on désigne une ville comme capitale du tourisme arabe pour créer une certaine ambiance, un déplacement vers cette ville pour faire connaître cette ville touristiquement. Et on a créé aussi ce qu'on appelle le bouclier de l'OAT. C'est un trophée. Le son, on vous entend pas. Cette organisation du tourisme arabe qui malheureusement ne fonctionne pas comme il le faut. Allez-y, Sad. Alors là, j'ai schématisé un petit peu la réalité du tourisme dans le monde en 2018 à travers des indicateurs et des chiffres pour vous permettre de situer un petit peu ce monde arabe dans ce monde touristique à l'échelle planétaire. Alors pour les arrivées touristiques, par exemple, si on prend l'Afrique a reçu en 2018 67 millions de touristes. Et parmi les pays africains qui restent les plus connus touristiquement, l'Égypte, le sud de l'Afrique, et le Maroc et la Tunisie. Pour le Moyen-Orient, c'était en 2018 64 millions d'arrivées, ce qui représente 4% de l'activité à l'échelle mondiale. Pour l'Europe, bien sûr, c'est la destination touristique la plus importante avec 710 millions de visiteurs. Et l'Europe représente quelque chose comme 51% de l'activité touristique à l'échelle internationale. Alors, pour les recettes, le Moyen-Orient, c'est 5%, l'Afrique, c'est 3%, l'Europe, c'est 39%, l'Amérique, 24%, et l'Asie-Pacifique, c'est 29%. Alors, qui voyagent à l'échelle internationale, nous avons les Européens, suivis par l'Asie et le Pacifique, l'Amérique, le Moyen-Orient et en dernier lieu, l'Afrique. Parmi les destinations les plus visitées dans le monde, nous avons bien sûr la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Chine, la Russie et d'autres pays. Malheureusement, il n'y a aucun pays arabe. Le pays le plus connu touristiquement, reste l'Arabie Saoudite, avec environ 16 millions de touristes en 2018. Alors, le principal mode de transport concernant le tourisme reste la voie aérienne avec 57%, suivi par la route, 37%, le bateau et en dernier lieu le train avec 2%. Et pour tout ce qui est monde arabe, l'usage de l'aérien, c'est ce qui fait venir des touristes dans tous les pays. Alors, les motifs qui ont été derrière les voyages, c'est les loisirs avec 55% des visites, les affaires avec 13%, les autres visites, c'est un petit peu le reste de ce pourcentage. Pour les dépenses touristiques à l'échelle internationale, les Chinois totalisent près d'un cinquième du total avec 258 milliards de dollars et tous les pays arabes aujourd'hui essaient de faire venir les Chinois, parmi lesquels nous avons le Maroc bien sûr. Les Américains se sont
présenté au deuxième rang avec 135 milliards de dollars. Alors, il y a une croyance, il y a plutôt une croissance qui a été sentie depuis 2016, 17, 18, jusqu'en 2019. Malheureusement, pour cette année 2000, il y a eu la crise, mais je ne vais pas évoquer ici la crise. Allez-y, Sad. Alors, pour les voyages et le tourisme, encore une fois, dans les pays arabes et dans le monde en 2019, il y a eu 1,5 milliard d'arrivées de touristes internationaux à l'échelle mondiale, avec une hausse de 4% par rapport à 2018. Et moi, j'ai constaté une hausse dans tous les pays arabes sans exception. En 2019, dans la région MENA, c'est-à-dire le Middle East and North Africa, le secteur du voyage et du tourisme a représenté 5,3% de la croissance du PIB et 6,7 millions d'emplois. En 2019 encore, le Moyen-Orient est la région qui a bénéficié de la plus forte croissance des arrivées de touristes internationaux. 70 millions d'arrivées, c'est le double de celle de l'économie mondiale avec plus 8%. En 2019 encore, on a constaté une croissance en Afrique avec plus de 4% et en Afrique du Nord avec plus de 9%, c'est-à-dire les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Notons ici que 4 touristes sur 5 visiteurs d'une destination ou voyagent dans leur propre région. J'ai pas pu vérifier pour le cas des pays de la zone arabe ou des pays arabes, mais malheureusement, le tourisme inter-arabe, c'est un tourisme qui est absent aujourd'hui. À peine quelques chiffres qui sont dérisoires pour parler de ce tourisme inter-arabe. Mais d'après les prévisions de l'OMT, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord devrait quand même recevoir, si l'on peut faire confiance à ces prévisions, 195 millions de touristes internationaux, et ceci, ça va être vers 2030. Oui. Alors, le monde arabe, est-ce qu'il y a des opportunités touristiques? Oui. Alors, du point de vue de l'analyse des enjeux du touristique de la zone, j'ai mis la zone arabe entre parenthèses, c'est-à-dire les pays arabes. On peut parler d'un son ensemble géographique ensoleillé. Il y a le soleil un petit peu partout et c'est une opportunité, c'est une chance. Il y a une diversité des paysages et là encore une fois, c'est des atouts. Le monde arabe, c'est un carrefour, comme vous le savez, de culture et de civilisation, qu'elle soit arabe, islamique, la civilisation pharaonique, des Romains, des Carthaginois et des Européens par la suite, parce que nous avons été colonisés par les pays d'Europe, que ce soit les Anglais, les Français ou autres. Nous sommes dans une zone géographique de proximité avec l'Europe, qui est la première zone d'émission du tourisme mondial, ce qui a permis à certains pays arabes de jouer, je dirais, un rôle important comme destination touristique. Et je cite à titre d'exemple l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie. Et en dernier lieu, je peux dire que le tourisme est considéré aujourd'hui par tous les pays arabes comme un secteur d'avenir dans l'ensemble de la zone. Et ceci, on va le voir dans les diapos qui suivent. Si on peut catégoriser les pays arabes touristiquement, on peut dire qu'il y a des pays qui sont des pays qu'on peut considérer comme des pionniers, tels le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, qui captent aujourd'hui une part considérable des flux touristiques, passant du statut de service à celui d'une vraie industrie, permettant la création de plusieurs millions de postes d'emploi, une contribution assez intéressante au PIB, et c'est ce qui dynamise un petit peu les économies de ces pays grâce aux entrées des devises. Nous avons ce qu'on peut appeler les nouveaux venus, tels que la Jordanie et ces pays du Golfe, dont certains aujourd'hui émergent et s'imposent quand même comme destination internationale, et je cite ici Dubaï et Qatar par exemple. Les absents, nous avons malheureusement des pays arabes comme l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, qui ont perdu un héritage important qui représentait leur attractivité touristique à cause des guerres. Il y a un
héritage malheureusement culturel et historique qui est en train de se détruire à cause de ces guerres et c'est toujours malheureux pour ces pays arabes. Alors voilà que nous avons plus ou moins sur la carte touristique des pays arabes les pionniers, les nouveaux et les absents. Oui. Alors quelles sont ces stratégies de développement du tourisme dans les pays arabes et autour de quelles actions s'articulent-ils ou-elles d'une manière générale, bien sûr. Alors, ces axes sont les suivants. L'augmentation de la capacité d'accueil du point de vue quantitatif et qualitatif. Là où vous allez dans les pays arabes, il y a des investissements. Parfois, il y a des investissements lourds, surtout pour les pays du Golfe, comme nous allons voir tout à l'heure. Il s'agit aussi d'un renouvellement des méthodes de promotion, c'est la digitalisation, et les pays du Golfe se distinguent des pays du Maghreb. Ils ont les moyens, ils ont les financements nécessaires pour le faire. On est en train de voir comment faire pour améliorer la qualité des services dans tous les pays arabes. C'est des reproches peut-être que l'on fait à ce tourisme arabe, l'accueil et les services. Mais d'après les prévisions de l'OMT, la région MENA devrait recevoir quand même, comme je l'ai dit, 195 millions de touristes internationaux d'ici 2030. Et pour arriver là, il faut des efforts considérables concernant les infrastructures de base, la formation, l'amélioration de la qualité des services et la digitalisation qui est essentielle aujourd'hui. Alors, en 2018, les pays arabes ont reçu quelque chose comme 92 millions de touristes. C'est un peu peu par rapport, bien sûr, à d'autres régions. Prenons l'exemple de la France. La France a reçu quelque chose comme 80 millions de touristes. Un chiffre appelé, ce chiffre de 92 millions de touristes est appelé à être revu à la hausse pour atteindre 225 millions de touristes d'ici 2030, d'après les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme. Et on sent que on se projette dans le futur, on se projette dans l'avenir, on se montre ambitieux pour développer encore et encore le tourisme arabe. Alors, la contribution du tourisme arabe au PIB des pays arabes, bien sûr, est de l'ordre seulement de ça tourne autour de 3% contre 10% dans d'autres régions du monde. Mais là, encore une fois, il faut prendre les pays arabes cas par cas parce que les chiffres et les indicateurs changent de pays en pays. Mais là, je suis en train de parler d'un certain nombre de généralités. Allez-y, Sad. Alors, je vais essayer de comparer un petit peu ces pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord avec ceux du pays du Golfe. Je commencerai par parler des pays de l'Afrique du Nord et je parlerai uniquement du Maroc et de l'Égypte et de la Tunisie, du moment que en Algérie, ils sont pas très développés au niveau touristiquement. La Libye connaît un petit peu ce que vous connaissez comme guerre, conflit tribal, et la Mauritanie reste un pays qui n'est pas très compétitif. Alors, je vais donner une idée sur les arrivées de 2018 et de 2019 et on sent qu'effectivement, il y a une croissance à tout égard, que ce soit au niveau des arrivées, au niveau des PIB, au niveau même des emplois et au niveau des investissements dans les trois pays. Alors, au Maroc, nous avons reçu plus de 12 millions de touristes en 2018 et en 2019, c'était un peu, on a avoisiné les 13 millions. Et pour le PIB, pour le cas du Maroc, ça tourne autour de 7%. Pour l'Égypte a reçu en 2018 11 millions de touristes. Et comme vous le savez, l'Égypte, comme tous les pays arabes ont connu ce printemps arabe, les arrivées dans tous les pays arabes ont chuté en 2011, 2012, 13, 14, mais aujourd'hui, on assiste à une reprise assez intéressante. Et l'Égypte a reçu en 2018 11 millions, en 2019 13 millions. Ils sont aujourd'hui à 14 millions, si vous voulez. Avec 13 milliards de dollars comme recette, et pour l'Égypte, le tourisme représente 11,9%
pour ce qui est du PIB. La Tunisie aussi a connu une chute durant quelques années depuis 2011, mais aujourd'hui on assiste à une certaine relance. Et en 2018, la Tunisie a reçu plus de 8 millions de touristes. Le pays a connu une certaine croissance. Et en 2019, ils ont reçu un peu plus de 9 millions de touristes. Pour les recettes en milliards de dinars, c'est 6 milliards de dinars. Et la Tunisie, plus ou moins, cible un tourisme de masse de 3, 4 étoiles. Tandis que pour l'Égypte et le Maroc, quand même, nous avons développé un tourisme de luxe. Alors, pour le PIB, pour la Tunisie, c'est 13,8%. Alors, selon l'édition 2019 du rapport de World Economic Forum en matière de compétitivité, là, encore une fois, du tourisme, le Maroc est le premier pays maghrébin. Il est 5e au niveau de l'Afrique et 66e au niveau mondial. La Tunisie est classée 2e pays maghrébin et le 8e en Afrique et 85e à l'échelle mondiale. L'Algérie, elle est classée au 19e pour ce qui est de l'Afrique et 116 à l'échelle mondiale. La Mauritanie, c'est la 34e place au niveau de l'Afrique. Et bien sûr, elle est parmi les derniers au niveau du tourisme mondial et elle est classée 135e à l'échelle mondiale. Tout ce qu'on peut dire concernant ces trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est que ils ont assez bien développé. Ils sont les pays les plus cités au niveau touristiquement parlant. Et on assiste à une sorte de croissance à tout égard concernant un petit peu le développement du tourisme dans ces pays, que ce soit au niveau des PIB, au niveau des recettes, au niveau des arrivées touristiques. Oui, Sad? Alors, en comparaison avec les pays du Moyen-Orient, et les pays du Moyen-Orient sont des pays récents du point de vue touristique, et déjà dans ce tableau, nous avons des chiffres qui sont assez significatifs. Alors, pour l'Arabie Saoudite, elle reste le premier pays qui reçoit le plus de touristes, que ce soit au Moyen-Orient ou parmi les pays arabes. En 2017, c'était plus de 16 millions de touristes, mais pour l'Arabie Saoudite, c'est un peu un cas particulier parce qu'il y a le Hajj ou l'Umrah. Alors, pour le classement mondial, l'Arabie Saoudite est le premier pays à être classé au niveau mondial. Il occupait en 2017 le 23e rang. Suivi par l'Émirat arabe uni, nous avons ici un pays formidable qui s'investit dans le tourisme et qui reçoit beaucoup de touristes actuellement. En 2017, l'Émirat arabe uni, et surtout de Abu Dhabi, a reçu plus de 15 millions de touristes. Et l'Émirat arabe uni, à l'échelle planétaire, est classé 25e. Alors, nous avons deux pays qui ont franchi le seuil de 10 millions, c'est l'Arabie et l'Émirat arabe uni. Nous avons des pays comme le Bahreïn, la Jordanie, l'Oman, les Syrie, le Qatar et le Liban, dont les arrivées se situent entre 4 millions et 1 million ou 2 millions de touristes, avec des classements que vous voyez ici qui varient entre la 58e place et la 94e place. Des pays qui en bas du tableau comme l'Irak, le Soudan, le Koweït, qui n'ont pas pu dépasser en 2017 le seuil de 1 million de touristes. Comme vous le voyez, il y a des pays qui sont développés touristiquement, d'autres qui le sont moins, mais d'autres qui malheureusement se retrouvent en arrière, au bas du tableau, avec des arrivées qui sont très très modestes et avec des recettes très modestes, avec des contributions aussi au niveau du PIB qui restent très très modestes. Oui, Sad? Alors les pays du Golfe, encore une fois, l'Arabie, si on prend le cas de l'Arabie Saoudite, alors là, il s'agit de projets. Je vais m'arrêter sur quelques projets colossaux qui montrent que dans les pays du Golfe, on s'intéresse de plus en plus au tourisme et pour changer un petit peu l'économie, pour ne pas rester prisonnier de cette économie qui se base sur les produits énergétiques, le pétrole et le gaz.
Alors, en 1919, pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, ils ont reçu quelque chose comme 16 millions de touristes. Mais l'objectif de l'Arabie aujourd'hui, pour ce qui est de 2030, c'est d'arriver à 100 millions de touristes par an. C'est un chiffre assez colossal. Mais avoir tous ces investissements qui sont en train de se réaliser, on se dit que peut-être ils vont arriver à 100 millions d'ici 2030. Alors, les principaux marchés touristiques cibles par l'Arabie Saoudite restent la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine et la Russie. Et je dois ouvrir une sorte de parenthèse ici pour dire que ces marchés sont les mêmes marchés pour tous les pays arabes, que ce soit pour le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, c'est-à-dire que nous sommes en concurrence entre nous, ces pays arabes, et chaque pays essaye de gagner du terrain quand il s'agit de cibler, que ce soit la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie. En 2019, l'Arabie Saoudite a eu comme pour l'emploi 1 million dans le secteur du tourisme, bien sûr 1,5 million, et pour ce qui représente un petit peu 11,2% des emplois. Alors il y a beaucoup de projets en Arabie. Le projet, le Red Sea Project, il s'agit d'une zone franche dédiée au tourisme, à laquelle il faut réserver quelque chose comme 45 milliards de dollars. Ce sont quand même des investissements lourds et des zones touristiques qui sont prévues, qui vont entrer en concurrence avec Sharm el-Sheikh et avec d'autres destinations à l'échelle mondiale. Alors, Dubaï a reçu en 2018 16 millions de touristes et il compte recevoir 25 millions de visiteurs en 2025. Le Qatar, c'est un petit pays, mais qui a pour objectif d'arriver à 3,8% pour ce qui est du PIB pour le cas du tourisme. Le Koweït, c'est un petit pays qui est arrivé quand même à recevoir en 2019 4 millions de touristes, avec une représentation au niveau du PIB qui tourne autour de 5,6. Le Sultanat de Oman, c'est un petit pays aussi, qui a reçu 3,2 millions de touristes en 2018. Et pour le Sultanat, c'est un peu le tourisme doux, c'est le tourisme de montagne et c'est le tourisme écologique. Alors, la région du Golfe, c'est une région qui est très, très connectée, hein, il faut le dire. Ils sont très digitalisés, ils ont les moyens, comme je l'avais dit au début. Et les principaux marchés qui sont ciblés par tous les pays restent la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie, comme nous autres. Et nous avons ici des concurrents. Nous sommes concurrencés par les pays d'Europe, mais nous sommes concurrencés par des pays émergents, surtout du Moyen-Orient, quand il s'agit de parler de pays arabes. Allez-y, Sal. Oui, Sad. Alors, pour les pays du Golfe, ils essayent de diversifier les sources de revenus et diminuer les dépenses à l'égard du secteur énergétique, et ils s'orientent aujourd'hui vers le tourisme, et ceci, on le sent à travers ces grands investissements. Alors, cette diversification se caractérise par le développement de l'industrie touristique, qui est centrée en général sur les côtes, hein, c'est le balnéaire, le désert, et là où vous allez dans les pays du Golfe, il y a le désert. Aujourd'hui, c'est le Formula One, c'est le Paris-Dakar qui est organisé en Arabie Saoudite, la construction de grands projets touristiques, sportifs, culturels, c'est des hôtels de luxe, c'est des aéroports, c'est des ports de plaisance qui sont colossaux, des musées, des galeries, des centres commerciaux, etc. Et le shopping, c'est un élément sur lequel compte et s'appuie le tourisme dans les pays arabes du Golfe. Alors, à titre d'exemple, si on peut citer les événements, vous avez le Grand Prix de Formule 1 à Abu Dhabi et Bahreïn, le Bahreïn Heritage Festival, qui est un événement très intéressant qui draine beaucoup de visiteurs, le centre d'art du roi Abdelaziz pour la connaissance de la culture à Bahreïn, en Arabie Saoudite, le Louvre d'Abu Dhabi, ils ont leur Louvre aujourd'hui à Abu Dhabi, qui reçoit beaucoup de touristes. La capitale des Émirats, par exemple, Arabes Unis, a ouvert son palais présidentiel, le Qasr Al-Watan,
qui est aujourd'hui présentée comme la nouvelle attraction touristique. Comme vous le voyez, on bouge, il y a un certain dynamisme qui est déclenché au niveau des pays du Golfe pour développer encore et encore le tourisme et pour ne pas rester prisonnier de cette économie qui tourne autour du secteur énergétique. Oui, ça. Alors, pour conclure, je dois dire que pour le tourisme arabe, il y a des potentialités réelles, c'est vrai, et pour les performances, ils sont confirmés. Et quand je dis performances confirmées, pas par comparaison à d'autres régions comme l'Europe ou autres, mais des performances qui se confirment d'année en année parce qu'il y a un développement que l'on sent au niveau des arrivées, au niveau des nuitées, au niveau des investissements, au niveau de la contribution au PIB. Et pour rester optimiste, je pense que les pays arabes ont encore des jours meilleurs qui les attendent au niveau du développement du tourisme. Alors sur ce, je m'arrête et j'ai peut-être dépassé un petit peu le temps qui m'a été imparti, mais voilà. Alors on va passer au débat, si vous le permettez. Sissad, on va réserver quelques minutes au débat pour permettre aux gens de poser leurs questions. D'accord. Un petit quart d'heure. Hein? Alors, pour vous le rappeler, nous avons eu 3 interventions. Celle de Mohamed Ouanaya qui a tourné autour de la création d'un projet de centre d'interprétation d'Ibn Battuta à Tanger, dans le monument Borj Naam. Abdelaziz Ben Ammi qui nous a parlé de la valorisation d'Ibn Battuta et de Sarihla et de la promotion de la destination touristique Tanger. Si Chakour qui a parlé de la gastronomie arabe dans sa relation avec la promotion touristique des pays arabes et moi-même qui a fait un petit peu le tour du tourisme arabe à travers un certain nombre d'indicateurs pour chercher à montrer ses performances, ses lacunes et ce qu'il attend dans le futur. Oui, allez-y, si vous avez des questions, si Moufid, vous m'entendez? Vous avez peut-être une question, c'est Moufid, c'est Adnan. Saad, vous m'entendez, Saad? Oui, je suis en train de Alors, je vais peut-être poser la première question à Si Mohamed Anaya, d'accord? D'accord? Je viens de me brancher. Je viens de me brancher, de brancher ma caméra. Très bien, c'est Moufid. Alors, c'est Moufid. Je vous remercie tous pour ce webinaire tout à fait instructif et constructif. Nous avons senti à travers la qualité de vos présentations vraiment une profondeur dans l'analyse de la problématique d'aujourd'hui. Je me réjouis évidemment que Ouanaya soit parmi les panélistes. Il a rehaussé par sa personnalité la qualité de ce webinaire. Je le remercie pour sa brillante présentation qui nous a vraiment donné de l'eau à la bouche concernant toute la dynamique que connaît Tanger Métropole et particulièrement sa zone balnéaire et touristique. Je pense que tout est encore à venir et donc on se réjouit de prendre vraiment goût à cet embellissement de l'espace tangérois et toute la dynamique que ça va évidemment créer pour le secteur du tourisme. Et comme l'a si bien dit, je pense c'est Ouanaya ou l'a si bien mis, Tanger ne charme pas seulement les visiteurs étrangers ou nationaux, elle charme également et davantage même les habitants de la ville. Et c'est là où effectivement on sent tout l'impact de cette transformation de l'espace, même sur les habitants eux-mêmes. Et donc évidemment, l'animation de la ville et de la région viendra d'abord par ses habitants. Et c'est là tout le constat tout à fait extraordinaire que nous pouvons faire tous. On a hâte évidemment de pouvoir visiter
l'espace dédié aux grands voyageurs Ibn Battuta. Donc, j'espère que la date qui a été annoncée sera respectée. Je pense que c'est pour juin-juillet 2021. En tout cas, ça coïncidera, Inch'Allah, avec la fin de cette pandémie. Et à ce moment-là, on assistera certainement à une belle relance de la destination. Donc, merci, Monsieur Ouanaya, pour toute cette belle présentation et ces projets tout à fait édifiants pour Tanger. Sibn Ammi également a eu la gentillesse de nous rappeler les objectifs de l'association de notre Tota, des objectifs tout à fait ambitieux. Nous espérons que l'association pour le prochain avenir disposera du soutien moral et matériel qu'elle mérite pour effectivement jouer le rôle qui est le sien pour rehausser le rôle tout à fait historique que ce grand voyageur a pu accomplir. C'est Chakor, comme ça en habitude, notre grand expert de la gastronomie, effectivement, elle a réussi à mettre en valeur, à mettre en relief le rôle ô combien primordial que pourrait jouer la gastronomie dans la promotion des destinations arabes de manière générale. Et merci au professeur Benatiya pour cette brillante présentation, pleine d'informations, de statistiques concernant évidemment les destinations des pays arabes et tout le potentiel dont disposent ces régions-là pour le développement du tourisme du futur. Merci Sibn Atiyah, vraiment la présentation était très fouinée et je pense que ça pourrait effectivement faire l'objet d'un bel article de recherche concernant la promotion, la promotion et la dynamique du tourisme dans les pays arabes. Je n'ai pas de questions particulières à poser. Je voulais juste vous dire un grand merci pour tout ce que vous nous avez donné comme information et envie de suivre de manière vraiment passionnée le webinaire d'aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci à vous. Nous avons une question de M. Sti. Sti, à vous la parole, M. Sti. Oui. Votre micro. C'est Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. C'est un grand plaisir pour nous, mon cher. Merci, c'est gentil. J'interviens. C'est un grand plaisir pour nous. Je suis là à titre personnel, mais à titre également de notre président Sesrali, qui n'a pas pu se joindre à vous. Il s'en excuse parce qu'il avait un engagement pris de longue date au niveau de la Fédération nationale des agents de voyage. Et moi, en tant que d'abord ami du groupe, j'ai trois questions. Il y en a une pour Sibn Atiyah, il y en a une pour Si Jamil Ouazzani qui remplace Si Hunaya et une autre pour Si Ibn Ammi. La première question, c'est pour un pays comme le Maroc, quel est l'intérêt de développer un tourisme arabe? D'accord? Parce qu'il y a eu plusieurs essais qui ont été faits, mais pas de résultats véritablement palpants. Ouais. Deuxième question pour mon ami Aziz Ibn Ammi. Quelles sont les attentes de l'association Ibn Battuta pour donner véritablement la notoriété aux personnages? Nous sommes un cercle limité de personnes. On connaît Ibn Battuta, on sait de lui que le grand voyageur, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien qui met en valeur sa personne. J'ai essayé de faire des recherches scientifiques. Il y en a, mais pas assez. Et enfin, la dernière question à mon ami Si Jamil Ouazzani, en l'absence de Hunaya, que je remercie, que je félicite. Quel est l'agenda de réalisation des actions proposées par votre institution? Voilà, merci. Alors là, chacun… Bien, alors pour ce qui est, cher ami, de l'intérêt du Maroc, d'accord. Pour ce qui est de l'intérêt du Maroc pour le marché arabe, tout ce qu'on peut dire, c'est que le marché arabe, c'est un marché comme tout autre marché touristique, mais c'est un marché un peu spécial, qui a ses propres caractéristiques, et qui a ses propres attentes et un comportement qui n'est pas très proche de celui des Occidentaux. Ouais. Alors, nos hôtels et notre tourisme s'intéressent plus aux touristes occidentaux. Malheureusement, nous avons des touristes qui viennent dans le cadre je ne sais pas, de motifs très variés, que ce soit en solo, en groupe.
mais qui ont besoin peut-être d'un environnement particulier, d'un type d'hôtellerie particulière, de services très particuliers. Je ne sais pas si on peut les faire venir à travers un tourisme islamique, entre parenthèses, un tourisme halal, et leur permettre de vivre dans des ambiances assez particulières. Malheureusement, au niveau de la promotion et au niveau de l'ONMT, malgré le fait d'être présent dans les grandes foires à Abu Dhabi, au Koweït et dans les pays du Golfe d'une manière générale, pour faire la promotion du Maroc, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Peut-être que les professionnels préfèrent rester dans leur marché traditionnel et classique, sans se donner de la peine à aller chercher ces clients qui sont des clients très très difficiles. Il faut le reconnaître. Ouais. Mais on a tout intérêt à aller les chercher. Aller les chercher. Parce que c'est des clients qui dépensent peut-être beaucoup, mais c'est des clients qui sont très particuliers. Et leur comportement est très particulier. Ils sont très difficiles peut-être par comparaison à ces Italiens qui nous visitent, ces Espagnols et ces Français. Nous sommes très familiarisés avec les marchés européens, mais malheureusement pour nos frères et nos autres frères arabes, je ne sais pas. On n'est pas encore arrivé à les comprendre, à comprendre leurs besoins et leurs attentes pour leur permettre de réaliser un petit peu leur objectif et les satisfaire encore une fois sur place. Merci. Voilà. La deuxième question pour c'est Aziz Ben Ammi, peut-être pour savoir un petit peu quelles sont les attentes de l'association pour donner véritablement une notoriété spontanée de ces Ibn Battuta. Merci, cher ami Sisti, pour cette question très pertinente. En fait, des fois, on a besoin de ce genre de questions parce que c'est vrai que nous avons travaillé très dur, très fort pour atteindre les objectifs. Nous avons pu atteindre un objectif principal qui était le festival, qui est une manifestation qui se répète. Mais comme vous avez dit, Sisti, c'est vrai que nous avons besoin d'autres choses, surtout le côté scientifique qui est vraiment très, très important. Alors moi, je pense que nous aurons besoin d'une aide morale et financière parce que travailler le culturel, le social sans financement, c'est très difficile. C'est vrai qu'avec les membres, avec la participation de quelques sponsors, etc., on est arrivé à parler fort et à promouvoir le personnage d'Ibn Battuta. Mais aujourd'hui, nous devons avoir un travail organisé et la grande remarque, c'est que la conférence scientifique internationale qui était organisée en partenariat avec les ITLMS a eu un grand succès parce que ces deux entités ont supporté cet événement. Vous étiez présents avec nous, on a eu un événement magnifique. Là, avec ces partenariats, on peut arriver à travailler ensemble, on peut arriver à impliquer d'autres personnes de la société civile afin d'intégrer notre projet et peut-être on est toujours en train d'attendre notre objectif à travers que nous avons annoncé lors de la conférence scientifique internationale le 24 février de l'année dernière, c'est vraiment monter à un statut de fondation. D'accord, monter un statut de fondation, c'est-à-dire, là, on est en train d'attendre, on a fait un écrit à M. Louali et on a parlé avec Seonaya. Pourquoi? Parce que la ville a besoin de cette entité pour accompagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir le musée, mais qui va défendre demain? Qui va défendre les 5 ans à venir? Je fais un appel, on aimerait bien vraiment faire un partenariat aussi avec les agences de voyage, avec le club MTM, avec Sistreli, qui est un amoureux d'Ibn Battuta aussi, avec tout le monde. C'est-à-dire, on aimerait bien voir cette vision, cette stratégie d'Ibn Battuta qui n'appartient pas tout simplement à nous. Nous sommes une association, mais vraiment, on est en train de faire une grande promotion pour le pays. On a alhamdoulilah, d'abord une quinzaine de vidéos qui étaient sur des chaînes internationales, au Japon, aux États-Unis, en Italie. C'est extraordinaire ce que nous faisons pour accompagner tout ce qui est vision stratégique de la promotion de la destination Maroc. Et là, on aimerait bien travailler peut-être avec une commission,
travailler et plus avec votre expérience SISTI, on a besoin de vous. C'est-à-dire avec les attentes aussi. J'aimerais bien inclure M. SISTI, c'est parce que vous allez beaucoup nous aider avec vos idées pour organiser un comité national afin d'étudier peut-être que la fondation, Inch'Allah, il va atteindre les grands objectifs ou une force au niveau local. Au niveau marketing, au niveau promotion, au niveau de l'histoire, les professeurs, le réseau que nous avons, on a pu accueillir un grand réseau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces informations. N'hésitez pas, c'est Aziz, je serai toujours à votre écoute, d'accord, à titre individuel ou collectif. Maintenant, je pense qu'il faut préparer un fond de dossier qui nous permettra un petit peu d'aller dans ce sens de la fondation. Et puis, bon, on pourrait trouver des parrains, on pourrait trouver des sponsors, on pourrait trouver beaucoup de choses. Et je pense qu'entre vos idées et celles de Si'unaya, il y a quelque chose qui peut être vraiment mis en valeur et aussi ce qu'a apporté comme complément c'est Salah Chakour au niveau de c'est intéressant. D'accord? Je pense qu'on va trouver un lien. Mohamed. Ouais. Merci, c'est Mohamed. Un grand bonjour quand même, je vous le demande, à Sis Khali, hein, oui. Et à tous les membres du club MTM. On aura l'occasion, Inch'Allah, de se voir et d'organiser un colloque ou sur une Batouka peut-être. Quand vous voulez, Sidi. Marhaba. D'accord. La troisième et dernière question pour Sijamil. Oui. Sijamil Ouazzani. Voilà, il y avait un slide qui était magnifique, celui de toutes les actions qui sont menées. Zama, quel agenda c'est quoi? C'est sur 3 ans? C'est sur 4 ans? Alors, bon, je vais reprendre un petit peu le… Vous m'entendez? Oui, c'est jamais très heureux. Je suis heureux de vous revoir, si jamais. Ben moi aussi, ben on aura… Vraiment un plaisir, un plaisir. Il faut venir à Tanger. Si moi… je viens, il faut que je vienne vous voir, vous, personnellement. Il m'arrive de venir, j'aime beaucoup Tanger. Voilà, donc, je voulais reprendre seulement un petit peu le discours initial des 2 premiers intervenants. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la pierre est posée. Il y a eu d'abord un premier travail qui a été fait de fond par l'association Ibn Battuta, M. Benami. Maintenant, on aura dans très peu de temps, on aura un endroit sur lequel on pourra travailler et puis surtout approfondir, développer, faire des recherches. Donc, c'est un point de départ, je pense. On a construit la maison. Après, en ce qui concerne, je pense, le reste, les actions à poursuivre, je pense qu'il faut aller assez vite parce que, par contre, moi, bon, quand je suis arrivé à Tanger pour travailler au port de Tanger et en faisant de la veille, on avait eu des discussions justement avec la wilaya et je disais que Ibn Battuta, on est en train de nous voler son identité à l'étranger. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus d'Ibn Battuta à l'étranger qu'au Maroc. Et ça, c'est, je pense, un problème qu'il faut remédier. Et on peut dire la même chose pour d'autres personnages importants. Mais Ibn Battuta, c'est quand même l'âme de Tanger, c'est un Tangérois. Et c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Alors, je vais lancer une petite parenthèse un petit peu sur la culture arabe. En fait, la culture arabe, elle doit être traduite. Pourquoi aujourd'hui certains personnages sont connus? Parce que tout est traduit en anglais, c'est la langue internationale. Et ça, je pense que ça a beaucoup pénalisé l'histoire de personnages, la culture marocaine aussi, parce qu'on a tendance à parler en français, qui n'est pas la langue universelle, donc c'est important parce qu'il y a aussi un passé, mais je pense qu'il faut la traduire en anglais, en chinois et dans d'autres langues, pour essayer d'embrasser un petit peu d'autres cultures. Après, bon, le reste va se jouer tout seul. Alors, en ce qui concerne un petit peu le planning de toutes de cet agenda dont vous parliez, en fait, tout ça, ça fait partie un petit peu d'un projet de cette vision royale qui est partie en 2010, donc qui est partie avec déjà bien avant peut-être avec le départ et la création de Tanger Med. Donc, l'objectif, c'était de faire devenir de Tanger une ville touristique. Et donc, ensuite, ça a accéléré après la reconversion avec toute une série de projets intra- et extramuraux. Comme disait M. Ouanaya, donc la Médina est sûrement un point d'attraction très important, surtout pour les touristes qui arrivent au port de Tanger. Je vous rappelle que c'est quand même le premier endroit où arrivent, si je calcule les flux touristiques, bon, l'aérien n'a pas dépassé le
n'a pas dépassé le flux de touristes qui arrivent par le port de Tanger. On est à pratiquement 1 700 000, enfin on était malheureusement à 1 700 000 touristes. Et la première chose qu'ils voient, bien sûr, c'est bien sûr la mosquée qui a été refaite, mais surtout la Médina. Et il suffit qu'ils traversent la rue, l'avenue Mohamed VI, pour se retrouver en Médina. Avec le téléphérique, ça va bien sûr rajouter une valeur ajoutée, donc ça va être à part l'économie, l'environnement, l'économie verte, ça va rajouter quelque chose en plus. Et le dynamisme aussi de la wilaya, qui est le superviseur un petit peu de toutes ces initiatives que vous avez vues, ces initiatives ont commencé en 2020 et vont terminer en 2024. Donc, on a déjà terminé, disons que 4 projets ont déjà été terminés et tous les autres projets vont être terminés en 2024. Ça, c'est pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Jamil. Jamil Ouazzani. Oui. Si Mohamed, vous avez quelque chose à dire, si Mohamed? Là, c'est bon. Allah yufrkoum, Allah yaounkoum. Belle initiative à l'image de votre association et des parties prenantes. Et c'était vraiment très enrichissant. Et avec vous, professeur Ben Attia, j'ai appris beaucoup de choses sur le tourisme arabe, sincèrement. J'ai pris beaucoup de photos, de scans, des chiffres et des statistiques. Voilà. Merci beaucoup, Si Jamil Ouazzani, pour ces précisions. Alors, moi, peut-être, Si Jamil, j'ai une petite question. C'est pas peut-être la mienne, mais c'est à propos de la restauration un peu des monuments et de la réhabilitation de la place qui est en face du port de Tanger. Il y a des gens surtout des associations qui font le reproche à la manière avec laquelle on est en train de reconvertir ou de réhabiliter l'espace Médina, parce qu'ils se disent que une restauration, c'est une restauration qui doit rester à l'identique, et qu'ils constatent quelques petits changements, quelques rénovations, pour parler dans cette langue, des rénovations qui ne sont pas des restaurations. Moi, personnellement, j'ai visité à plusieurs reprises, je l'ai fait il y a quelques jours, la Médina, et j'ai senti que, effectivement, tout ce qu'on fait, on le fait correctement. Moi, j'ai pas senti qu'il y a une sorte de déformation de monuments ou de bâtiments au niveau des façades quand il s'agit de restaurer. Je trouve que c'est une bonne manière de protéger ces bâtiments au lieu de les laisser en état de ruine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous faites un petit peu la différence entre centre d'interprétation et de musée? Peut-être que vous avez on a préféré rester dans le centre d'interprétation pour ne pas permettre à la fondation des musées de gérer le centre, parce qu'ils sont en train de prévoir une loi concernant les musées. Et qu'un musée doit respecter un cahier de charges, etc., pour priver ces gens qui aujourd'hui ont des musées de leur changer de nom. Alors, je vais répondre. Il y a plusieurs questions oui. Que vous m'avez posées. Alors, d'une part, pour la Médina, nous, on fait partie de l'équipe, mais ce n'est pas nous qui gérons ça. En ce qui concerne moi, je suis tangérois de souche et on est très polémique. Ouais. Alors, il y a une chose qui est très simple. On peut vous montrer, on essaie de vous la montrer dans les présentations. Tanger, moi, j'ai vécu à Tanger. En 63, j'étais à Tanger. J'habitais Darbaroud, donc, et j'étais, disons, un enfant du quartier. Je défie quiconque, et d'ailleurs, je fréquente quotidiennement la Médina de Tanger parce que je connais beaucoup de monde, ce sont des amis de très longue date, et je défie quiconque de me parler d'une non-amélioration des travaux qui sont faits. Je pense que ce qui se passe à Tanger, moi j'ai fait une carrière à l'international, j'habite encore en Italie, je n'ai jamais vu une ville dans le monde, et j'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans tous les pays et je n'ai jamais vu une ville comme Tanger. Le dynamisme de Tanger ces dernières années, je pense, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je peux vous dire aussi qu'on reçoit, quand les frontières étaient ouvertes, on recevait énormément de délégations étrangères qui, quand on leur présentait le projet de reconversion du port de Tanger-Ville, je peux vous les citer. Je parle de l'Angleterre, je parle de l'Espagne, je parle de la France, je parle des États-Unis. Je peux parler de plusieurs délégations étrangères, et tout le monde nous disait non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, bien sûr, on les a réinvités parce qu'ils sont venus, et puis on fait, en tant que port, on fait des accords internationaux.
avec différents disons, acteurs dans le secteur de la croisière ou bien dans d'autres secteurs. Ils ont tous été étonnés. Monsieur Ouanaya vous a parlé par exemple de Globe 40. Ben, Globe 40, c'est dans l'histoire de la voile, c'est le premier tour du monde qui va partir d'Afrique, mais pas seulement d'Afrique, qui va partir du Maroc, pas seulement du Maroc, qui va partir de Tanger. Pourquoi? Alors, ce sont des professionnels qui organisent ça. Les courses du monde sont organisées par des professionnels. Et bien, quand ils sont venus, c'est eux qui ont donné une appréciation très positive à la marina de Tanger. Donc, nous, ça nous fait plaisir, si vous voulez, parce que c'est couronner nos efforts, mais ça nous fait plaisir pour Tanger et pour le Maroc, parce que ça va donner une visibilité incroyable au Maroc. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a reçu aujourd'hui, on a reçu donc la nouvelle qu'il y aura un équipage marocain, une Battuta en plus. Donc c'est vraiment pour nous, et je pense aussi, je reviens à M. Benami qui a travaillé pendant très longtemps pour la figure de une Battuta. Ben, je pense que maintenant c'est un mosaïque qui commence à se créer, et je pense qu'il faut partir en avant pour promouvoir un petit peu la ville de Tanger d'une manière. Il faut redonner à cette dame, cette grande dame, disons, l'image qu'on lui doit. Tanger a toujours été une source d'intérêt pour beaucoup de puissances étrangères, et je pense qu'aujourd'hui, on est capable de rivaliser avec toutes les autres localités. Et il faut se battre pour ça. Donc, en revenant sur les polémiques, moi, j'adore les polémiques, j'adore écouter tout ça, mais je défie toutes ces personnes. Je parle de Tangérois, attention, parce qu'il y a des gens qui font la polémique à des fins politiques. Bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis très commercial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être pragmatique. Donc, c'est de regarder ce qu'était Tanger auparavant et ce qu'est Tanger aujourd'hui. Si vous allez, par exemple, vous allez vous balader à Mertala, ben, c'est magnifique. Avant, c'était un dépôt d'ordures. Ce qu'a fait Monsieur Louali, je trouve ça fantastique. Là aussi. Et la même chose sur d'autres. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à faire sur Tanger. Ce qui, bizarrement, ces gens-là qui sont polémiques n'en parlent pas. Parce que moi, je pourrais aussi les accompagner, leur faire un tour de Tanger. J'ai l'impression qu'ils connaissent seulement le port de Tanger. Ça me fait sourire, mais bon, c'est pas grave. On pourra aller dans d'autres quartiers, mais je pense que Tanger, vraiment aujourd'hui, et même la région de Tanger, je peux parler de Tétouan, je peux parler de Chaouen, je peux parler de Lara, je peux parler de Assila. Je pense qu'aujourd'hui, on a une région qui est unique. Et j'espère, donc ça c'est un message que je peux lancer à l'ONMT, vous en avez parlé, j'espère que la promotion du Maroc à l'étranger se fera aussi, non plus seulement sur Marrakech et Agadir, mais aussi sur la région de Tanger, Tétouan et Tressima. Je pense qu'on a très bien, Jamil Ouazani. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Mais ce n'était pas vraiment ma question, c'est peut-être que les élections approchent et nous avons toujours des gens qui critiquent. Moi, en tant que personne qui s'intéresse à Tanger depuis fort longtemps, moi j'ai réalisé un guide sur Tanger. J'éprouve de la sympathie vis-à-vis de cette ville que je maîtrise très bien, mais j'ai pas remarqué de quelque chose d'incorrect, que ce soit au niveau du port ou au niveau de l'espace Médina en entier. Je pense que ça va aider aussi Tanger à s'inscrire sur la liste de l'UNESCO du moment qu'on a envie de classer en tant que patrimoine universel Tanger, la Médina et l'arrière-pays. Et je pense que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire comme réhabilitation va soutenir ce dossier du Maroc pour que Tanger soit proclamé, pourquoi pas, en tant que ville patrimoine mondial je dirais de l'UNESCO. Alors je pense. Je voudrais rajouter une chose. Par exemple, le Port Center, donc qu'on a ouvert, on a été très étonnés par le nombre de personnes, donc de tout âge et surtout de toute nationalité qui sont venues. Donc c'est gratuit, les gens peuvent visiter et il y a toute l'histoire du port de Tanger, donc c'est très intéressant. Il va y avoir aussi un système d'animation et d'événementiel à Borj d'Al-Baroud et aussi en Médina. Je pense que c'est ça qui manquait. Il manquait ce petit grain de sel qui est très important pour le touriste. C'est-à-dire une expérience, une authenticité que Tanger aujourd'hui peut donner par rapport à d'autres villes étrangères. Monsieur Salah Chakour qui parle de la cuisine marocaine, je pense qu'elle n'est pas connue et tous les gens qui viennent ici en fait reconnaissent que la cuisine marocaine est une très grosse valeur ajoutée. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire
au niveau local, parce que vous savez très bien que, par exemple, vous avez parlé du couscous, ben, il y a le couscous au poisson, il y a plusieurs préparations. On peut parler de la même chose pour l'abstella, on peut parler de la même chose pour les tagines. Donc, chaque ville doit conserver ses traditions et en faire la promotion. Merci, Jamil. Je pense que si Saad, on doit s'arrêter là. Saad, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, pour la conclusion, je dois remercier encore une fois la MESC, l'association Ibn Battuta, l'ISIT, d'avoir pensé à organiser ce webinaire pour célébrer la Journée mondiale du tourisme arabe et l'anniversaire d'Ibn Battuta. Alors, à très prochainement, peut-être pour un autre webinaire. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis en direct, qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Alors, à très prochainement, Inch'Allah. Et bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À très bientôt.